Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medium. Environ la moitié de la population mondiale est aujourd'hui exposée au risque de dengue selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une maladie endémique dans plus de 100 pays, notamment dans les régions OMS de l'Afrique. Et des épidémies de dengue y sont donc régulièrement enregistrées. Et nous allons dans ce décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent voir comment la riposte est organisée en cas d'épidémie. Nous verrons donc le cas de la Côte d'Ivoire qui connaît sa 6e épidémie de dengue depuis le mois de juillet 2023 avec des experts de la question. Docteur Fofana Diakarija, bonjour. Bonjour, M. Koukou. Alors, vous êtes entomologiste médical et chef de service adjoint de la lutte antivectorielle à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Exact. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci, le plaisir est partagé. Également avec nous, docteur Amani Yaoumé Raphaël. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, vous êtes médecin épidémiologiste spécialisé dans l'épidémiologie et la surveillance des zoonoses liées à la faune sauvage et point focal de la surveillance de la fièvre jaune et de la dengue à l'Institut national de l'hygiène publique. Merci en tout cas, docteur. C'est moi qui vous remercie. Alors, je précise que l'INHP est un important département du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à vous, merci d'avoir accepté donc de participer à cette émission et nous faire le point donc de cette 6e épidémie que connaît la Côte d'Ivoire et bien sûr parler donc de cet aspect j'allais dire nouveau, concernant donc le couplage du diagnostic avec le paludisme. On va commencer tout de suite donc par le point de la situation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette épidémie? Comment est-ce que ça évolue, docteur? Merci. Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur ce plateau, au nom du professeur Beignet, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Alors, il faut dire que effectivement, depuis quelques jours, le ministère de la Santé, à travers l'INHP, a déclaré une épidémie de dengue, que vous avez dit c'est la 6e épidémie, qui touche actuellement le pays entier, on va dire. Il faut dire que depuis le début de l'année, on recrute des cas de dengue et ces derniers temps, les cas ont vraiment augmenté. Donc, ce qui a suscité vraiment cette déclaration d'épidémie. Alors, il faut combien de cas pour qu'on déclare une épidémie? En théorie, lorsque nous avons un cas confirmé au laboratoire, il faut déclarer une épidémie. Mais comme vous l'avez dit, la dengue, c'est une maladie qui tend à être endémique dans nos pays, dans les pays tropicaux et subtropicaux. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'analyses épidémiologiques qu'on va faire, couplées à l'entomologie et à d'autres facteurs environnementaux avant de pouvoir déclarer formellement l'épidémie. Voilà. Mais actuellement, nous sommes à quelques 139 cas confirmés, dont la majorité se situe à Abidjan, particulièrement à Cocody et à Bergerville. Il y a des cas aussi à Treichville et à Makori et les autres communes. Il faut dire que Abidjan, c'est vraiment quasiment toutes les communes sont touchées, avec quelques localités aussi à l'intérieur du pays, notamment à Boisseau pour le sud-est, un peu plus à l'est, il y a Abengrou, Abengrou aussi est touché. À Beauville également, dans le sud, à Beauville, Sikensi. Et un peu plus à l'ouest, nous avons Oumé, Soubré, Guéyo. Et la ville la plus au nord, c'est la ville de Boaké. Actuellement, avec les mesures qui sont en cours, donc nous suivons de très près les différents cas. Donc je pense que pour le moment, ça... Donc c'est tout le pays qui est carrément touché, hein? Oui, quasiment tout le pays. Et je pense que nous attendons aussi à ce qu'on ait quelques cas aussi ailleurs, parce que avec, comme vous l'avez dit, le déploiement des tests rapides qui sont permettant la portée des praticiens, il se pourrait qu'on ait des cas aussi dans d'autres localités. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on a une forte concentration à Abidjan, Dr Diakarija? Bien, merci beaucoup. Je crois que Dr Amani l'a fait. Nous, on veut remercier ici Medi TV, en tout cas au nom du ministère de la Santé, pour cette opportunité que vous nous offrez de nous adresser à plus d'une personne pour pouvoir véhiculer ce message-là. Alors, pourquoi il y a plus de cas à Cocody? C'est bien ça? Il y a plus de cas à Cocody parce qu'il y a quand même à ce niveau la notification.
qui parle des cas, c'est parce que ça a été notifié. Donc, Cocody notifie assez de cas. Et ta question me permet de rebondir par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place par rapport à cette situation. On se rend compte évidemment que tous les cas signalés à Cocody, par exemple, ne travaillent pas à Cocody. Et le moustique qui transmet la maladie, c'est un moustique diurne, un moustique qui a des activités de piqûre dans la journée. Vous allez convenir avec moi que quelqu'un qui loge à Cocody, qui sort très tôt et qui rentre tard la soirée, s'il est déclaré dengue positif, on va le notifier Cocody. Il y a ces cas-là, on va le notifier Cocody, mais si on fait les investigations épidémiologiques, entomologiques, on va se rendre compte qu'effectivement, il a été en contact avec le moustique ailleurs et non à Cocody. S'il travaille par exemple à Trècheby, c'est que c'est là-bas que la situation, il a pu prendre le virus. Donc ce n'est pas une question d'urbanisation, c'est vrai, docteur Lamani l'a dit, il y a plein de villes, de régions de l'intérieur qui sont également touchées. Il y a une question d'urbanisation et une question de comportement humain. D'accord. Qui a fait qu'aujourd'hui, le moustique qui venait de choses qu'on appelle de la bourse et tout ça, c'est vu aujourd'hui inféodé à notre environnement. Il est partout où nous sommes, le moustique arrive à avoir de quoi à pondre ses œufs, de quoi à assurer le développement de ses œufs. Que vous avez appelé gîte lavé. Donc ça, on ne compte plus les gîtes lavés dans notre environnement. Donc le moustique aujourd'hui se retrouve, j'allais dire, entre griffes, à l'aise dans notre environnement. Il n'a pas de soucis. Donc du coup, le développement, plus de moustiques, plus de piqûres, donc épidémie. Il va falloir donc le déloger, d'où les opérations dont on parlera tout à l'heure. Alors, quand il y a ces épidémies, vous faites donc la sensibilisation. À chaque fois qu'il y a des épidémies, vous faites la sensibilisation. Mais est-ce que les populations aujourd'hui sont en mesure de reconnaître les symptômes, de reconnaître la dengue? Notre reporter Ferdinand Kwaku a posé la question à quelques personnes. La dengue, on dit que c'est une maladie qui est transmise par les moustiques et que ça a à peu près les mêmes symptômes que le paludisme. Sauf que pour la dengue, le corps chauffe et la fièvre ne tombe pas vite. Je sais que c'est une maladie extrêmement grave qui s'apparente un peu au palu. Voilà, on a tendance à penser que c'est le palu, mais c'est plus grave que le palu. On m'a dit que c'est un moustique dont des maladies, un truc comme ça. Je ne maîtrise pas dans les détails, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Je sais juste que c'est un moustique, voilà, qui pique. Il a une couleur de tigre, d'après ce que les gens disent. Je ne sais plus rien. Je sais que quand il te pique, tu as beaucoup de symptômes. Il y a les douleurs, souvent ça peut prendre comme un palu. Tu auras l'impression que c'est un palu. Pourtant, ce n'est pas un palu, c'est la dengue. La maladie de la dengue est une maladie qui est provoquée par l'intermédiaire des nappes d'eau et des pneus usés qui concernent des nids de moustiques. Et à travers ces moustiques-là, les populations vulnérables peuvent être infectées. Je sais que c'est une maladie contagieuse qui peut contaminer la population. En contact avec le malade. Voilà. Donc c'est une maladie dangereuse en fait. Pour qu'on soit préservé de la dengue, il faut éviter les eaux usées. Dans la cour, il faut éviter de laisser de l'eau dans les récipients. Il faut toujours les vider. De peur que les moustiques viennent faire des œufs et voilà, entraîner autres difficultés. Voilà. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut dire que la population aujourd'hui connaît plus ou moins la dengue? Oui, je peux le dire. Il y a un seul qui ne tire pas son épingle de jeu. Parmi tous ceux qui ont intervenu,
on est à mesure aujourd'hui de dire que la sensibilisation que nous avons entamée. Oui, un seul sur, en tout cas tous ceux qui ont intervenu, se sont bien en sortis. Et donc du coup, on doit continuer dans ce sens-là pour pouvoir amener les populations à toujours faire le lien entre ils l'ont dit, entre l'eau stagnante, les moustiques et la maladie. D'accord. Et ça, c'est un combat qui ne devait même pas s'arrêter à la fin de l'épidémie. Parce que quand on s'arrête à la fin de l'épidémie, les populations aussi régressent en termes de comportement et les gîtes reviennent et les moustiques les colonisent. L'année prochaine, on se retrouve encore avec une autre épidémie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on est en droit de savoir au sujet de la dengue, Dr Mani? Oui, effectivement, comme le Dr Fola l'a dit, moi je suis quand même satisfait d'entendre ces réponses. Ça veut dire que les populations commencent à s'approprier le concept, des connaissances sur la dengue. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il faut dire que la dengue, c'est une maladie infectieuse et virale, et c'est une maladie émergente qui prend beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui, comme vous l'avez dit dès l'entame. Il y a la moitié de la population mondiale est exposée, avec environ 100 à 400 millions de cas chaque année. Donc, c'est une maladie qui est transmise par un moustique, comme quelqu'un l'a dit, qui est tacheté, qu'on appelle communément moustique tigre, qui pique en général dans les après-midi. Donc, c'est un virus qui est transmis. Et ce virus-là, il y en a plusieurs types. Il y en a au moins 4. Il y a dengue virus 1, 2, 3 et 4. Donc, soit il y a un seul qui circule dans le pays, plusieurs peuvent circuler de façon concomitante. Et ça peut arriver. Et puis, c'est une maladie qui sévit dans les zones intertropicales. On a dit chez nous ici. Et ce vecteur-là, il est lié à l'eau, ça a été dit. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une maladie vraiment virale, c'est vrai, hémorragique, c'est vrai, mais qui est liée à le vecteur. Il y a un cycle qui passe nécessairement par l'eau. Donc, si on vide l'eau, on enlève les différentes sources d'eau-là, on est sûr de réduire la population de moustiques, donc de réduire la population qui est humaine qui est exposée. Alors, lorsque le moustique, je vais dire, est en contact avec une personne, lorsque la personne est piquée, la personne qui fait la dengue, comment est-ce que cette personne va se sentir? Alors, lorsque vous êtes infecté, lorsque vous vous faites piquer, vous allez avoir une petite période qu'on appelle la période d'incubation. Ça dure combien de temps? Environ 2 à 5 jours, maximum 7 jours. Et à partir de là, quand cette période d'incubation va s'achever, vous allez développer, il y a la fièvre qui va s'installer. Et quelqu'un l'a dit, c'est une fièvre qui résiste au traitement usuel. Donc, en général, quand on a une fièvre, on prend du paracétamol, la fièvre va descendre. Mais la fièvre va refuser de descendre. Donc, la fièvre, c'est une fièvre qui ne décroche pas, qui est une fièvre qui est rebelle. Cette fièvre peut s'accompagner de beaucoup de douleurs, notamment les douleurs articulaires. Voilà, beaucoup de douleurs articulaires, des douleurs musculaires, et puis une sensation de fatigue. Comme le disait un malade un jour, je me sens vidé de toute mon énergie. Donc, les personnes se sentent très fatiguées. Et elles peuvent évoluer vers des complications telles que les hémorragies. Et c'est ce qui va aggraver le tableau clinique du patient et puis entraîner les décès. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une période propice où ce moustique-là pique? Oui, il y a une période propice. C'est un moustique, comme je le disais tantôt, c'est un moustique à comportement diurne. C'est-à-dire que ce moustique-là, à l'opposé du moustique qui transmet par exemple le paludisme, qui pique la nuit, celui-là, il va piquer la journée. Et pratiquement toute la journée. Avec un pic matin, très tôt, à partir de 6 h jusqu'à 10 h, il y a un pic. Et de 10 h jusqu'à 15 h, ça baisse un peu. Mais à partir de 15 h jusqu'à 18 h, on a une forte densité de piqûres. Donc ce moustique, il pique la journée. Il pique vraiment la journée. Et c'est au cours de ces piqûres-là qu'il va avoir la transmission du virus dont parle tantôt Dr Amani. Alors docteur, je présente les signes, je me sens fatigué comme vous l'avez dit, je fais la fièvre. Comment savoir que j'ai une dengue ou que c'est un palu? Merci. Alors déjà, si vous avez ces signes, je vous invite à rallier l'hôpital le plus proche de chez vous. Si vous allez à l'hôpital, l'agent de santé qui va vous recevoir en fonction des symptômes que vous présentez, il va vous demander de faire un examen. Mais aujourd'hui, avec l'innovation actuellement, c'est la mise à disposition de tous les centres de santé de tests de diagnostic rapide de la dengue, couplé à celui du paludisme, bien sûr. Donc, quand vous arrivez, on va vous faire un premier prélèvement. C'est un prélèvement qui est tout simple au bout du doigt.
on va prendre une goutte de sang et avec cette goutte de sang, là, on va regarder rapidement sur une cassette qu'on a devant nous. On va réaliser le test devant vous. Comme ça, c'est plus simple. Je pense qu'on serait mieux préparé pour accepter le résultat. Et en fonction de ça, en fonction du résultat, le médecin pourra dire, alors monsieur, vous avez une dengue ou un paludisme. Et quel est l'intérêt de faire les deux en même temps? Pourquoi coupler ces deux diagnostics? Oui, effectivement, il y a un intérêt de savoir quel est le nombre réel de cas de dengue par rapport à ces fièvres. Et aussi, la prise en charge va être différente selon qu'on soit infecté par le paludisme ou non. Parce qu'il ne faut pas aller, trop charger le malade avec des traitements dont il n'a pas besoin. Si c'est un paludisme, on le traite pour un paludisme tout simplement. Si c'est une dengue, on va le traiter pour la dengue. Mais pour celui qui aura les deux, on va le traiter pour les deux. Donc imaginons qu'on traite la moitié de la population pour les deux alors qu'il n'y a rien. Alors il ne faut pas oublier les effets secondaires des médicaments qu'il faut prendre en compte en traitant. Parce que la dengue aussi, l'un des dangers, c'est que le virus de la dengue va s'attaquer à beaucoup d'organes, le foie, les reins. Les médicaments aussi, ils vont être métabolisés. Le foie va intervenir dans l'assimilation des médicaments, l'élimination aussi par les reins. Donc, si on charge trop l'organisme, on peut se retrouver avec quelques complications aussi. D'accord, mais là, fort heureusement, vous avez parlé de traitement. C'est une maladie qui peut être traitée. Oui, c'est vrai qu'il n'existe pas de traitement spécifique, comme pour le paludisme. Vous avez un paludisme, on vous donne le traitement du paludisme, il n'y a pas de traitement spécifique, mais la prise en charge immédiate, précoce du cas, permet de guérir rapidement. D'accord? C'est un traitement qui est symptomatique. Donc, si vous avez la fièvre, on va essayer de faire baisser la fièvre, et en fonction des autres signes aussi, tous les médicaments qui vont avec. Pour les cas graves, peut-être, qui sont d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de cas graves, et ce qui est bien pour nous aussi. Et pour les cas graves, on va les hospitaliser et faire un traitement qui va selon le cas. Sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique. Alors, je vais revenir à cette grande innovation, les tests de diagnostic couplés au paludisme. C'est où est-ce que ça se fait? Alors, les efforts du ministère aujourd'hui de la Santé ont permis de déployer ces tests-là dans toutes les structures de santé de la Côte d'Ivoire. Actuellement, donc, les tests sont en train d'être déployés en grand nombre dans tous les centres de santé publics, surtout d'emblée, public d'abord. Et ce test-là est disponible et il est gratuit. On peut le faire dans tous les centres. Le centre le plus proche de chez vous, vous pouvez le faire. Et vous avez dit que c'est des tests rapides, hein, donc là ça... Tests rapides. Mais n'oubliez pas, lorsqu'on finit le test rapide, on doit envoyer aussi un échantillon au laboratoire pour pouvoir confirmer, pouvoir continuer la surveillance aussi. Donc vous avez dit que c'est gratuit? C'est gratuit. Et ça peut se faire partout? Partout. D'accord. Donc dès qu'on sent qu'on a la fièvre, on se sent beaucoup fatigué, il faut très vite donc rechercher le centre de santé le plus proche où on a à disposition donc ce test de diagnostic rapide de la dengue et du paludisme. C'est ça. D'accord, ça c'est une très très bonne nouvelle à savoir. En tout cas, merci beaucoup. Mais on peut donc prévenir la dengue pour éviter tous ces dégâts en termes de prévention, en termes d'action, de lutte en ce moment, cette période d'épidémie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous menez comme action au niveau donc de l'INHP? Je crois qu'il faut dire au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, justement. En général, quand on parle de prévention d'une pathologie donnée, on pense directement au vaccin. Mais dans ce cas précis, il n'existe pas de vaccin efficace. Il y a un vaccin qui n'a pas prouvé son efficacité dans ce contexte-là. Donc, la prévention va vraiment s'accentuer sur la lutte contre le moustique, qui va se faire par la sensibilisation, qui aujourd'hui on voit les fruits. Et il s'agira pour nous, à ce moment-là, d'abord, c'est vrai qu'il faut sensibiliser, mais il faut surveiller la maladie. C'est tout ça la prévention. On surveille pour voir si les indicateurs entomologiques, les indicateurs concernant le moustique ne sont pas au rouge. Donc on mène une surveillance partout et puis à un moment donné, on donne l'alerte pour dire aujourd'hui à Cocody, les moustiques qui sont à Cocody, ils ont atteint un seuil tel que s'il y a un seul cas de dengue, on peut se retrouver avec une flambée. Ça, c'est donné. Et donc, quand ces informations sont données par la surveillance, ça permet déjà de commencer à communiquer, à préparer la riposte. Maintenant, quand on se retrouve face à un cas, on va pousser encore cette surveillance en faisant maintenant une investigation entomologique. Je vous ai dit tantôt que
tous les cas qui sont décrits aujourd'hui, désignés aujourd'hui comme des cas de cocodie, ne sont pas forcément cocodie. Parce que tous ne résident pas et ne travaillent pas à Cocody. Certainement, ils résident à Cocody, mais ils ne travaillent pas à Cocody. Donc, l'investigation va nous permettre de savoir exactement d'où et où il a été en contact avec le moustique, où il a pu se faire piquer. Et en plus de ça, on a tous les messages qu'on peut élaborer pour permettre aux populations de s'approprier la lutte contre le moustique. Et ça, on ne cessera de le dire, les moustiques, il faut que les populations le sachent. Sans eau stagnante, il n'y a pas de moustiques. Donc, en termes de prévention, il faut également vider tout ce qu'il y a tout comme... ce qui est récipient qui peut contenir de l'eau. Et si on dit de vider tous les récipients avec les ruptures intempestives de distribution de l'eau courante, on a de l'eau qu'on stocke à la maison. Ce qu'on recommande à ce niveau-là, ce stockage d'eau doit être fait selon certaines normes. Il faut stocker l'eau, mais fermer cette eau-là de façon hermétique. Si l'eau n'est pas bien fermée, ça constitue un gîte. Et c'est le gîte commun de tous les ménages à Abidjan. Dans tous les ménages, vous avez un réservoir qui contient de l'eau. Et si le réservoir n'est pas fermé, les moustiques vont y pondre. D'accord. Tant que les moustiques vont, même malgré les démoustications et tout ça, ça va toujours... Tant qu'il y aura de l'eau et qu'il y aura un seul moustique vivant, on ne pourra pas interrompre la chaîne de transmission. C'est vrai, on va organiser des campagnes de démoustication. Ce que les gens appellent généralement démoustication, c'est quand ils voient nos équipes en train de pulvériser de façon spatiale les produits insecticides. En tout cas, c'est extraordinaire, c'est bien à voir, mais il faut qu'on dise la vérité aux uns et aux autres. Il faut qu'on sache que ce jour-là, lorsque on verra ces équipes en train d'intervenir, cette intervention-là est vraiment ponctuelle. C'est-à-dire qu'on arrivera à tuer seulement et seulement si le moustique vivant est dans l'environnement. Le moustique adulte, j'allais dire. Donc, c'est seulement les moustiques adultes qu'on va pouvoir tuer là. Donc, nous, on met l'accent maintenant sur l'appropriation de la gestion des gîtes larvaires. Une fois on a bien géré les gîtes larvaires, et là aussi, ça ne doit pas être une activité vraiment sectaire, individuelle, ça doit être collectif. Dans une cité, tout le monde doit le faire à tout moment. Est-ce que cette surveillance épidémiologique va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, par exemple ? Oui, effectivement, il faut savoir que dans le cas de la surveillance épidémiologique, ça ne se fait pas en vase clos, ça se fait en collaboration avec les autres pays parce que, comme vous savez, il y a le règlement sanitaire international à travers lequel nous devons communiquer avec nos partenaires, les pays frontaliers et les pays lointains aussi, puisque vous savez, les virus ne payent pas le transport. C'est nous qui les déplaçons, les virus et les bactéries et autres, c'est nous qui les déplaçons à travers nos transports. Donc quand il y a un cas ailleurs, il faut déjà s'enquérir et c'est la même chose que nous faisons aussi. Et comme il a dit, effectivement, la surveillance épidémiologique, il faut la renforcer. Lorsqu'il y a des cas, nous sommes en épidémie, il faut renforcer cette surveillance-là par la détection précoce des cas. Et je pense que le test rapide est vraiment très bienvenu, qui va nous permettre de détecter vraiment tous les cas, de faire une investigation autour de ces cas-là, et puis de voir est-ce qu'il y a d'autres cas supplémentaires. Ça nous permettra de limiter cette progression de la maladie. Donc imaginons quelqu'un qui est malade à Abidjan, qui est dans sa phase virémique, donc qui porte encore le virus dans le sang, et qui se déplace, qui va au nord du pays, où le moustique est présent, mais qui n'est pas infecté. Parce que tous les moustiques ne sont pas forcément infectés. Donc c'est cette personne-là qui va aller infecter les moustiques dans le nord. Et à partir de là, le moustique aussi va transmettre à d'autres personnes, et puis à d'autres moustiques par exemple. Donc c'est vraiment très important, la surveillance épidémiologique, qui doit être bien entendu renforcée, et la surveillance entomologique vraiment à court terme, et puis la communication des risques. Et comme Dr Fofana l'a dit aussi, à moyen et long terme, il faut penser à vraiment assainir l'environnement. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des campagnes d'enlèvement des puneux, etc. Mais c'est surtout ça. Et bon, peut-être la recherche sur le vaccin, ça c'est important parce qu'effectivement, il y a des vaccins qui existent, mais qui ne sont pas, pour des problèmes de limite d'utilisation, on ne peut pas les utiliser à grande échelle. Donc on est obligé on le fait sans vaccin. Donc c'est vraiment mettre l'accent sur la surveillance entomologique, épidémiologique, bien entendu
en impliquant toutes les communautés à toutes les étapes. D'accord. Allez donc, en 2 mots pour terminer, qu'est-ce qu'on retient? Nous sommes en pleine épidémie donc, de dengue. Qu'est-ce qu'on retient en 2 mots? Qu'est-ce que la population doit retenir? En un mot, la population doit s'approprier les mesures de lutte qui ont été déjà édictées par le ministère de la Santé. Donc, il faut vraiment, d'abord, si nous sommes malades avec la fièvre et fièvre algie diffuse et tout ce que vous avez, il faut se déplacer vers le centre de santé le plus proche. Ensuite, il faut assainir son environnement et aussi, il faut permettre aussi aux équipes de santé de pouvoir travailler lorsqu'il y a des investigations parce que parfois, ça nous pose quelques problèmes. D'accord. Je pense que le message sera entendu, Dr Diakarija. Oui, c'est la fin, mais c'est l'essentiel pour moi en fait. Concernant la lutte, cette fois-ci, il y a également une innovation. Nous avons pu avoir une autorisation, en tout cas le ministère de la Santé a eu l'autorisation, par exemple auprès du ministère de la Défense, de faire survoler des drones. Et ces drones-là vont permettre cette fois-ci d'accéder à toutes les zones qu'on ne peut pas accéder à pied. D'accord. Parmi les gîtes, il y a des gîtes, par exemple, qu'on appelle les gîtes naturels. D'accord, donc vous allez utiliser ces drones-là pour pouvoir le faire. Faire quoi? La démoustication? Pour pouvoir faire la démoustication. Pour pouvoir faire la démoustication. Il y a d'abord une cartographie et puis les drones vont pouvoir faire ces traitements. Donc il faut que la population s'habitue à voir nos drones dans le ciel. Mais qu'ils ne soient pas paniqués. Il ne faut pas être paniqué. Donc il y aura ces drones et il y aura les équipes qui vont aller de ménage en ménage, rechercher les gîtes et puis les éliminer. Je crois qu'ensemble, on va pouvoir y arriver et on doit continuer ce combat-là contre le moustique pour pouvoir en même temps lutter contre la dengue, le paludisme, la maladie à virus Zika, le chikungunya et tant d'autres maladies. En tout cas, vraiment merci à vous, docteur Fofana Diakarija. Je rappelle que vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de la lutte antivectorielle donc à l'INHP, Institut national d'hygiène publique. Merci à vous, docteur Amani Yao B. Raphaël. Vous êtes médecin épidémiologiste spécialisé dans l'épidémiologie et la surveillance des zoonoses liées donc à la faune sauvage, le point focal de la surveillance de la fièvre jaune et de la dengue, toujours à l'Institut national de l'hygiène publique, à qui nous disons donc infiniment merci, à travers donc l'Institut au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Merci également à l'équipe de réalisation et surtout à vous pour l'intérêt que vous portez donc à cette émission Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.